Alors, bonjour à tous et puis bienvenue à ce webinaire sur les espaces dans OpenBash Passport, hein. Je suis Eric Roussel, directeur d'OpenBash Factory. Et bon, j'ai déjà parlé des espaces. Bon, on a eu déjà quelques petites présentations des espaces il y a un an, 2 ans, mais on a beaucoup évolué maintenant. On a fait beaucoup avancer les développements et aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'une nouvelle version en fait des espaces. Très bien. Alors pour comprendre un peu d'abord pourquoi les espaces, quelle est je dirais, la valeur ajoutée des espaces, je pense qu'il est bon de revenir sur le passeport en lui-même et de comprendre un peu le travail d'exploration, en fait, je dirais, hein, et de développement qu'on fait sur le passeport déjà depuis certaines années. Donc, si on revient au passeport, hein, le passeport, il a 10 ans maintenant. OpenBudge Passport a été créé il y a 10 ans. La première approche, c'était d'offrir un sac à badge pour les bénéficiaires de badge. Donc, c'était une plateforme, je dirais, bon, ouverte, gratuite. Et l'idée, c'était d'offrir un espace privé qui permettait aux bénéficiaires de badge de recevoir leur badge, de créer des micro-portfolios avec leur badge et de gérer en fait leur badge. Bon. Ensuite, assez vite, on a ouvert le passeport vers la communauté. Donc, on a disons, connecté l'apprenant, le bénéficiaire du badge avec une dimension communautaire, donc j'appellerais ça l'espace communautaire, donc la galerie, hein. Mais c'est surtout aussi l'idée, c'était aussi de donner toute sa puissance au badge comme connecteur, hein, et de permettre aux bénéficiaires du badge bon, bah, d'être recommandés par des pairs, d'être aussi vus sur la cartographie, permettre de suivre aussi les autres acteurs dans le passeport, etc. Donc c'était la deuxième dimension, c'était donc la dimension communautaire. Et la troisième dimension qu'on a introduite bon, il y a déjà quelques années, mais doucement avec des explorations, je dirais, hein, c'est l'espace organisationnel, donc de permettre aussi aux structures de déployer en fait des activités avec leurs apprenants en fait dans l'espace. Donc c'est un, je dirais, c'est une zone qui est réservé donc à des émetteurs de badges qui souhaitent non pas simplement badger des individus qui, eux, iront dans le passeport et bon, continueront à utiliser leur badge, mais plutôt des gens badger une communauté et avoir la possibilité de voir ce qui se passe dans mes communautés. Donc c'était cette première approche. Alors si on revient doucement, disons, je dirais, aux différentes étapes du développement des espaces, hein, ou de l'espace. La première démarche était, bon, on avait des clients qui nous demandaient, bah, Eric, il y a beaucoup de monde dans le passeport et nous, nos bénéficiaires, ils ont du mal à trouver leur badge, ils ont du mal à se voir et à interagir. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un espace, je dirais, dédié à mes communautés. Donc ça, c'était donc notre première approche, hein, l'espace, c'était, je dirais, un passeport dédié au sein du passeport générique, avec une identité visuelle et, et la possibilité donc de filtrer en fait le passeport pour mes communautés. Et l'idée, c'est que bien sûr, hein, l'espace n'est jamais fermé. Bon, on peut avoir des espaces qui sont limités à certains membres, hein, donc qui ne sont pas accessibles par d'autres, mais par définition, hein, quand on est membre d'un espace, on est aussi membre du passeport et on peut voir aussi ce qui se passe dans le passeport d'une façon mais générale. Bon, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu quelques projets, ouais, un gros projet, je dirais, luxembourgeois qu'on appelle EduPass. Et eux, leur problématique, c'était pas simplement de filtrer le passeport, c'était vraiment de gérer en fait des projets, des formations, hein, avec leurs élèves. Et donc, on a commencé à aller plus loin dans le développement du passeport et à développer un passeport un espace, pardon, qui permet de cadrer en fait les activités qui sont déployés en fait pour mes communautés
et qui permet aussi de piloter, en fait, de piloter, de suivre, de proposer des objectifs, etc. Donc, je dirais que l'espace, actuellement, c'est pratiquement, je dirais, un environnement pour supporter, disons, des projets, des formations, différentes initiatives, et pour vraiment piloter des activités. Alors, pour aller un peu plus loin dans la philosophie, mais je vais passer vite parce qu'on est un peu limité en temps. Donc, ce qui est aussi central dans cette idée d'espace, donc d'environnement, je dirais, c'est pas un learning management, mais c'est plutôt un competency management, hein. Euh, c'est un environnement qui, en fait, est construit à partir des badges. Donc, c'est la grande idée de l'espace, c'est justement d'animer des activités donc d'apprentissage, mais qui seraient construites et qui sont construites en fait à partir des badges eux-mêmes. C'est-à-dire, donc c'est ce que j'avais dans ma présentation au début, mettre les badges en action. Pour nous, en fait, les badges sont des connecteurs, oui, mais ils sont aussi des marqueurs, et ces marqueurs-là, on va pouvoir les utiliser justement pour piloter, pour aider en fait les apprenants à se diriger sur des parcours. Donc je dirais, le badge first approach, hein, comme on dirait en anglais, et on repense en fait les badges non pas simplement comme des certificats, mais comme des outils en fait d'apprentissage. L'idée, c'est comme le badge, par définition, il a été en fait développé pour reconnaître, hein, pour reconnaître des compétences, des savoir-faire. C'est justement utiliser le badge en fait comme point de départ et pas simplement comme point d'arrivée. Vous voyez sur le schéma à droite, l'idée, c'est que le badge, en fait, dans l'espace, il va visualiser en fait des objectifs, hein. Donc c'est les possibles champs des possibles pour l'apprenant. L'apprenant va voir donc un programme de badge et il va pouvoir partir de ce badge. Ensuite, obtenir ce badge par des modalités d'acquisition différentes. Donc c'est pas l'approche typique formation d'abord, et quand on a passé son cours, on reçoit son badge. Là, c'est le badge qui va orienter sur des parcours. Ensuite, il y a les modalités d'acquisition diverses, qui pourraient être reconnaissance par les pairs, hein, expérience, un cours sur Moodle, un apprentissage, un atelier, etc. Et ensuite, le badge est obtenu. Vous voyez, donc, le badge, il est à la fois au départ du process et à l'arrivée. Euh, on utilise beaucoup dans les espaces aussi donc les badges pour structurer l'apprentissage avec les badges. Beaucoup les demandes de badges pour reconnaître les acquis. Comme je disais, c'est pas une idée de formation, mais c'est plutôt de reconnaissance. Et avec ces badges, on peut aussi suivre la progression des apprenants. Et ce qui est très important pour moi, pour nous en fait, c'est aussi mesurer l'impact de la stratégie. Bon, parce que vous avez beaucoup d'initiatives open badge où d'une certaine façon, on badge un peu les gens à l'aveuglette, oui, parce que bon, bon, je dirais qu'il y a des formations ou il y a des programmes où les apprenants reçoivent donc des badges, mais on n'a pas véritablement, du point de vue de l'émetteur, la possibilité de comprendre et de mesurer l'impact de la stratégie Open Badge sur la communauté. Vous voyez, on voit bien sûr dans Open Badge Factory le nombre de badges émis, d'accord? Mais on ne voit pas vraiment comment la communauté a progressé en fait avec ces programmes de badges. Alors l'idée de l'espace, c'est justement d'aller plus loin dans ce domaine. Alors, la grande différence entre la version 1.0, je dirais, des espaces et la version 2.0, bon, c'est la version actuelle, c'est qu'on a introduit deux choses importantes, c'est les rôles, d'accord, et les groupes. Alors, les rôles, dans la première version des espaces, les rôles étaient prédéfinis, hein. Donc il y avait émetteur, créateur, administrateur, etc. Il n'y avait pas la possibilité d'ajouter d'autres rôles. Alors que là, dans chaque espace, en fait, hein, l'administrateur de l'espace va pouvoir en fait construire des rôles
pour les examinateurs de demande de badge, pour les tuteurs, pour les référents, etc. Donc ça se fonde sur un système de droit, hein, vous voyez à gauche. Et à droite, vous voyez, on a disons, rôles ici, hein, le rôle administrateur et puis examinateur, pardon, et le rôle administrateur ici. Et vous pouvez créer tant de rôles que vous souhaitez en fait dans l'espace. Bon, maintenant, du point de vue, je dirais, de l'architecture, hein, d'OpenBatch Factory, dont la relation entre OpenBatch Factory et les espaces, c'est qu'en fait, comme vous le savez peut-être, hein, je ne sais pas, en fait, tous les badges qui sont utilisés dans les espaces viennent en fait d'OpenBatch Factory, hein. Donc, euh, comment on pourrait dire, la structure a un compte OpenBatch Factory Pro dans lequel l'équipe OpenBadge développe donc les badges et les demandes de badges qui seront utilisés dans le projet ou dans la formation. Et ensuite, ces badges-là sont avec une API en fait connectés, publiés, je dirais, dans l'espace, soit à des individus, hein, à des membres, soit à des groupes, ou soit à tous les membres de l'espace. D'accord? Et ces mêmes badges et ces mêmes demandes de badges peuvent aussi être utilisées pour constituer ce qu'on appelle des minimaps, qui sont en fait des parcours visualisés, donc construits à partir justement des badges qui sont, alors pour les minimaps, c'est soit des badges qui viennent du compte OBF, donc de la structure, ou alors ils peuvent aussi venir d'autres comptes qui sont d'autres badges qui sont en fait dans le passeport. Et vous voyez ici, vous avez l'examinateur. Et dans ce cas-là, l'examinateur, lui, il va pouvoir bien sûr examiner toutes les demandes de badge ou suivre les minimaps qui ont été, disons, déployés dans cet espace. Alors, là, on va un peu plus loin, maintenant avec la nouvelle version, c'est qu'on peut définir des rôles dans les groupes. D'accord? Donc, ce qui veut dire que vous pouvez avoir dans un espace, en fait, en parallèle, plusieurs groupes qui sont relativement, je dirais, fermés. D'accord? Et vous pouvez définir que vous avez des examinateurs qui sont des utilisateurs qui sont examinateurs, par exemple, dans un groupe. Et ces examinateurs ne pourront examiner que les demandes de badge qui sont en fait dans le groupe. Alors, pour vous expliquer un peu la genèse de cette structure et de cette approche, hein, donc le projet EduPass, qui en fait est un projet bon, c'est un passeport dédié pour toutes les écoles du Luxembourg. Et au Luxembourg, ils ont un gros projet qu'on appelle Digital Sciences, donc les sciences numériques. Et, et chaque élève des 40 écoles du Luxembourg doit obtenir des badges concernant donc ce programme. D'accord? Et comment dire, le défi, c'était aussi que bon, les demandes de badge des élèves doivent être revues que par l'instituteur ou par le prof de la classe de cet élève. Vous voyez, donc c'est relativement, disons, compliqué. On parle quand même de milliers d'élèves. Et en fait, ce qu'on a fait dans le cas du Luxembourg, c'est qu'on a, dans leur passeport dédié, créé en fait 40 espaces, un espace par école, et dans chaque espace, un groupe pour une classe. Et dans ce groupe, tous les élèves de la classe ont été importés donc dans ce groupe, plus le professeur qui, lui, a reçu le rôle d'examinateur. Et ça permet en fait de gérer un grand nombre de demandes de badges, mais de le gérer sans que ça ait un impact sur le RGPD, etc. Vous voyez, bon, donc c'est une grosse machine en fait qui marche en fait bien depuis déjà 2 ans. Alors maintenant, ce qui est très intéressant, et on travaille actuellement sur cette question-là, c'est que vous avez aussi, avec les groupes, la possibilité de construire des parcours dynamiques. Donc, c'est l'idée là, vous avez deux cas de figure. Donc, vous avez trois groupes. Bon, vous pouvez utiliser les groupes pour une progression par niveau. Et vous pouvez donc définir dans ces groupes qu'on appelle groupes dynamiques
une règle en disant que, par exemple, si l'apprenant obtient ce badge-là, euh, il va passer en fait du groupe 1 au groupe 2. S'il il obtient ce badge-là, il va passer du groupe 2 au groupe 3. Donc vous pouvez construire des niveaux et on est en train actuellement de finaliser aussi un concept qu'on appelle de métagroupe qui va aussi permettre de définir des règles. Est-ce que l'utilisateur reste dans le groupe 1 quand il va passer au groupe 2 ou est-ce qu'il quitte le groupe 1 quand il va arriver au groupe 2? Et une autre possibilité, ce serait aussi quand l'utilisateur a obtenu tous les badges qui sont dans le groupe pour le groupe de niveau 1, dans ces cas-là, il passera automatiquement au niveau 2. Quand il a obtenu tous les badges du niveau 2, il passera automatiquement dans au niveau 3. D'accord. Bon, c'est un peu technique, mais ça va permettre aussi, ce concept de métagroupe, de, de réaliser en fait euh, de gros espaces de formation dans lesquels vous avez des progressions parallèles. D'accord? Si vous avez des zones, par exemple, différentes euh, ou des apprenants qui sont dans des structures différentes, ils pourront progresser en fait sans passer d'un groupe à l'autre, etc. Bon. Vous avez une autre approche de ce même mécanisme ici qui serait une progression, mais pas forcément progression en niveau, hein, passage d'un niveau à l'autre, mais une progression, par exemple, d'un thème à un autre. D'accord? Donc, vous pourriez avoir une approche pédagogique où on commence une formation ou une montée en compétence sur certains savoir-faire. Et quand cette montée en compétence a été faite et validée et reconnue avec des badges, l'apprenant peut passer à un deuxième thème, à un deuxième sujet, etc. D'accord? Très bien. Donc, d'une façon pratique, comment utilise-t-on euh, les espaces? Donc, du point de vue de l'apprenant, hein, du point de vue du membre de l'espace. Bon, d'abord, les espaces sont personnalisés. Il y a une page d'accueil personnalisée pour chaque espace. Et il y a aussi une connexion SSO. Donc, pour les universités, par exemple, hein, on peut connecter Renater, hein, à l'espace, ou alors on peut, pour d'autres structures, s'il y a comme on pourrait dire, du SSO Microsoft, etc., aussi effectuer une connexion qui permettra aux étudiants pour les universités hein, de se connecter en cliquant un bouton, passage direct du côté passeport, arrivée directe dans l'espace, et si le compte de l'étudiant n'existe pas, il sera créé en fait au moment de la connexion. Donc ça c'est très important, faciliter l'accès au service. Bon, ça, c'est une question sur laquelle on travaille toujours et qu'on va encore améliorer. Mais dans l'approche espace, on part du principe que ça fonctionne quand vous avez tous les apprenants qui sont dans l'espace. Bon, jusqu'à présent, le passeport a été beaucoup utilisé comme un lieu facultatif. Donc, on y va si on veut y aller. Alors que là, en fait, bon, ben, c'est le requis, hein. Donc, il faut que les apprenants soient dans l'espace si vous devez pouvoir, en fait, réaliser votre projet. Il faut que tout le monde soit là. Bon, mais cette connexion SSO marche bien et on a une connexion Renater, mais c'est aussi international, hein, donc Edougain pour toutes les universités en fait d'Europe. Alors maintenant, du point de vue visuel, en fait, quand l'utilisateur il arrive dans son espace, bon, la première chose qu'il voit, c'est son tableau de bord. Et vous voyez dans le tableau de bord du côté gauche, hein, il y a un menu qui va permettre la navigation. Ce menu, il est généré d'une façon dynamique à partir justement des droits, hein, à partir du rôle de l'utilisateur. Alors, si c'est par exemple ici un apprenant, un membre, bon, par exemple un élève hein, d'une école du Luxembourg, les élèves, ils doivent tout simplement trouver les demandes de badge qu'ils devront demander. Donc, vous voyez, ils les verront tout de suite. Et ensuite, ils auront la possibilité sur le côté comment on pourrait dire, d'aller sur une minimap, s'il y a des minimaps, et de voir aussi la communauté, en fait, de l'espace. Donc, c'est très simplifié et le retour a été très positif. Hein, si on pense
Au Luxembourg, on a quand même des utilisateurs qui ont entre 13, 14, 16 ans. Vous voyez. Ça, il n'y a pas eu de problème en fait du point de vue utilisation avec le tableau de bord. Bon, ensuite, on a beaucoup aussi facilité, l'idée c'était de faciliter l'exercice de demande de badge. Donc, demander une demande de badge, vous le savez peut-être si vous utilisez Open Badge Factory, que bon, si on clique le lien, il faut mettre son adresse mail, il faut mettre son nom, etc. Bon, là, quand tout ça se passe dans l'espace, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. Vous voyez, ici vous avez en fait une vidéo qui vous montre quand l'apprenant il arrive, il ouvre, il clique le badge, la demande de badge. Il va donc répondre, rentrer donc une preuve ou un texte ici dans ce cas-là, dans cette demande. Pas besoin de nom, pas besoin d'adresse mail, clac, envoyé automatiquement. Et là, en fait, il va voir tout de suite que son historique, l'historique de ses demandes de badge. Et là, en fait, il voit ici qu'il y a une demande de badge qui a été renvoyée en révision. Donc, il devrait fournir plus d'informations. Et en cliquant ensuite sur tout, il verra toutes les demandes de badge qu'il a envoyées, leur statut, celles qui ont été acceptées, par qui elles ont été délivrées, quand, et ensuite il a ici la possibilité de recliquer et de compléter sa demande de badge. Donc vous avez tout le mécanisme que vous trouvez du côté Open Badge Factory, a tout été reproduit ici. En fait, il y a une synchronisation d'Open Badge Factory avec Open Badge Passport parce que toutes ces informations-là, vous les retrouvez aussi du côté Open Badge Factory. D'accord? Très bien. Ensuite, on passe au minimap. Bon, les minimaps, ce sont des parcours, disons, visuels, comme des cartes de métro hein, qu'on peut construire. Et là, on peut publier, disons, connecter ici des badges ou des demandes de badges. Et ensuite, l'apprenant, lui, quand il va s'engager sur ce parcours, sur cette minimap, bah, il aura la possibilité de voir, cocher en vert, hein, donc les badges obtenus dans son parcours. Et bon, vous le verrez plus tard aussi que le- l'examinateur, l'enseignant aura aussi la possibilité donc de suivre ce parcours. Bon, ça, c'est une fonctionnalité qui existe déjà depuis un certain temps, mais on est aussi sur le point de faire des améliorations aussi sur les minimaps. Alors, ensuite, vous avez, bon, ça c'est une fonctionnalité qui n'a pas été, je dirais, comprise peut-être avant les espaces, on a les objectifs personnels. D'accord? Les objectifs personnels, ça veut dire que bah, si vous vous engagez sur un parcours, sur une minimap, ou si vous demandez une demande de badge, qui est, disons, lié à un méta-badge, tout ça, ça va être, disons, visualisé dans vos objectifs et ça va vous permettre de suivre, en fait, la progression de vos objectifs. Et là, maintenant, ça prend un sens, à mon avis, assez fort, parce que dans les espaces, bon, vous avez vraiment un contexte d'apprentissage. Le mot objectif a un sens. Et quand on était au niveau, disons, de la communauté Open Badge Passport, où il n'y avait pas vraiment, vous voyez, de programme présenté, il y avait surtout une galerie où on voyait ce qui avait été partagé. Le mot objectif n'avait pas forcément pour beaucoup un sens, parce que c'était plutôt un lieu de réception des badges et de partage. C'était pas vraiment un lieu, je dirais, d'apprentissage. Bon, maintenant, donc, on va passer, après cette, disons, visualisation rapide comment dire, de la vue membre, on passe au, au tableau de bord maintenant de l'examinateur qui est le même. Donc, vous voyez qu'au centre, bon, il y a un peu plus de données hein, sur, bien sûr, les activités que vous avez dans l'espace. Là, il y a possibilité de suivre aussi le travail des enseignants, combien de badges ont été, disons, examinés, etc. Mais vous le voyez sur le côté, il y a aussi maintenant la possibilité d'examiner les demandes de badges. Oui, donc, c'est aussi dynamique. Et là, en fait, vous voyez sur cette vidéo que bon, bah, l'enseignant, il va cliquer soit examiner les demandes ou soit le graphisme que vous avez vu tout à l'heure. Il va voir, comme dans Open Badge Factory,
toutes les demandes de badge qui sont adressées à, à lui, en fait, hein, et il va pouvoir, en fait, revoir, examiner les demandes de badge en interne. Voilà, on peut même ajouter un commentaire sur la demande. Très bien. Ensuite, on passe au rapport. Donc, dans l'espace, il est possible aussi d'avoir des rapports très précis sur les badges, sur les demandes de badges, filtrés par groupe. Et ici, vous voyez que bon, vous avez pour les demandes de badges, c'est filtré par groupe. Et là, on va prendre une demande de badge, hein, Digital Learning Mentor. Et là, vous avez exactement l'information sur le status donc, de cette demande de badge. Et vous avez la possibilité de télécharger aussi en CSV les rapports. Donc, d'une certaine façon, comparé à Open Badge Factory, hein, bon, il y a plusieurs approches, hein. Vous pourriez utiliser simplement Open Badge Factory et vous aurez à peu près le même type d'informations sur les demandes de badge, mais vous n'aurez pas les informations sur les groupes. Vous voyez. Donc ça, c'est ce que l'espace amène en plus, c'est l'information combinée, en fait, un combiné d'informations sur la demande de badge, mais aussi sur les groupes et la possibilité de suivre, en fait, la progression du groupe. Et là, donc, dans cette vue-là, vous avez en fait des statistiques. Et là, vous pouvez voir donc les badges émis par Grace, par exemple. Donc, et ça, c'est une chose aussi qui est intéressante, j'en parlais tout à l'heure, c'est que vous avez la possibilité, pas simplement de voir les badges à partir de l'identité de l'émetteur, mais aussi à partir, je dirais, de l'identité de l'examinateur. Alors bon, si vous ne souhaitez pas que l'examinateur soit visible, hein, euh, pour le bénéficiaire, il est possible dans le paramétrage de l'espace de définir que, disons, l'examen est blind, on dirait hein, en anglais, donc on ne verrait pas ni le nom même du demandeur, ni le nom de l'examinateur. Et comme vous le voyez ici, vous pouvez aussi révoquer les badges tout de suite dans Open Badge Factory. Très bien. Alors, comment publier des badges et des minimaps? Bon, le mécanisme est toujours le même, hein, c'est-à-dire qu'on définit du côté, quand on connecte l'espace au compte Open Badge Factory, on peut définir quels sont les badges et les demandes de badges qui pourront être utilisés dans l'espace. On n'est pas obligé de tout utiliser en fait. Et ensuite, comment on peut dire, les enseignants ou les formateurs pourront sélectionner donc des demandes de badge ici hein, et les attribuer hein, soit à, à des individus, soit à des groupes ou soit à tout l'espace. Donc ça veut dire que dans le cas d'une minimap, la minimap sera visible par exemple pour un seul groupe ou alors pour tout l'espace, etc. Bon, maintenant, ça, c'est une fonctionnalité, disons, que je trouve intéressante et qu'on va continuer en fait à développer, hein. Là, on est encore un peu dans une phase, je dirais, pilote, hein. Mais il est possible, dans les espaces, pour la structure, de construire oui, de construire ce qu'on appelle des objectifs niveau, je dirais, espace, d'accord? Qui vont permettre de suivre la progression des apprenants dans certains parcours. Par exemple, ici, vous avez construit notre communauté apprenante, donc on a défini un objectif, et dans cet objectif, ici, on définit que cet objectif devrait être atteint à 100%, donc ça veut dire 23 utilisateurs, cet objectif est destiné à tous les membres de l'espace et c'est un objectif obligatoire. Donc on peut avoir des objectifs obligatoires et des objectifs facultatifs. Donc s'il est facultatif, bon, ça veut dire que les apprenants pourraient dire, bon, ça c'est intéressant, mais bon, je ne vais pas y aller. Par contre, si c'est un objectif obligatoire, ça veut dire que ce sera envoyé directement dans leurs objectifs personnels et ils devront en fait bon, travailler
sur ce parcours, en fait. D'accord? Et vous pouvez aussi définir une date limite. Et à partir de ces dates limites, vous voyez, bon, il y a une petite tortue en bas ou un lièvre. Bon, on a un algorithme qui vous montrera est-ce que la communauté, est-ce que le groupe avance dans ses objectifs à la vitesse souhaitée. Donc, est-ce que vous arriverez avant Noël, par exemple, à avoir, je dirais, 30 étudiants qui auront un niveau B2 en anglais, par exemple. Vous voyez. Et là, vous voyez aussi, bon, vous pouvez voir la progression donc, des apprenants. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a déjà du 100%. Mais alors, il y en a 23 qui n'ont pas encore obtenu les badges requis. Et il y en a 12 qui ont déjà achevé donc, ces objectifs. Donc, vous voyez qu'on est à 52%. Et vous pouvez suivre la progression aussi par semaine. Alors, on a encore un peu de travail à faire là-dessus, donc il faudrait aussi développer un système de notification qui rappelle, bien sûr, aux apprenants que bon, ben, s'il y a un délai, je ne sais pas, de 3 mois, donc au bout d'un mois ou 2 mois, bon, attention, vous avez encore du travail à faire. Vous voyez, donc les remettre un peu sur les rails, si besoin. Alors maintenant, à propos, pardon, des cas d'usage. Alors, bon, je parlais tout à l'heure d'EduPass. Bon, EduPass, je dirais, c'est un type de projet qui vraiment n'aurait pas pu fonctionner sans les espaces. On avait essayé, en fait, il y avait 50 badges, 50 demandes de badges, 40 écoles. Dans chaque demande de badge, il y avait un menu déroulant pour que les étudiants puissent sélectionner leur école. À partir de là, on avait des examinateurs externes. Donc, pour chaque école, il y avait plusieurs examinateurs externes. Et tout ça, c'était envoyé par le mail. Et le gros problème avec le mail, c'est-à-dire que bon, il y a des profs qui ne recevaient pas les mails, donc qui ne pouvaient pas faire leur travail. Et il y avait des élèves qui ne sélectionnaient pas les bonnes écoles. Oui. Donc, il y avait vraiment un gros problème. Et en fait, le fait d'avoir un passeport dédié et d'avoir des espaces, ça a réglé tout à fait le problème. Bon, avec eux, on a fait un développement supplémentaire au sens où chaque nuit, ils importent dans leur passeport un fichier qui va placer automatiquement tous les élèves, tous les profs dans les espaces voulus, dans les groupes voulus et leur donner les rôles automatiquement. Vous voyez. Donc, il n'y a pas de travail manuel là-dessus. Mais je dirais que sans l'espace, je dirais, un projet de cette dimension-là n'aurait pas pu être réalisé. Bon, on a quelques gros projets actuellement en route, justement, qui sont à peu près, justement, sur le même modèle. Mais là, donc, c'est justement, d'un point de vue éducation et formation, pour moi, ce qui est très important avec les espaces, c'est qu'en fait, tout ça, c'est centré, euh, c'est une approche qui est centrée sur les compétences. Vous voyez? On part du badge. À mon avis, ça c'est essentiel, vous voyez, parce qu'on peut avoir Moodle et puis émettre des badges après Moodle, d'accord, bon, ça existe depuis longtemps, mais je pense que quand on parle justement d'une approche à partir des compétences, partir des badges, ça va ouvrir une autre possibilité. Et ce qui était très intéressant, même si dans le cas d'EduPass, c'est une approche très formelle, hein, bon, parce qu'il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup de profs, c'est un projet national. C'est très intéressant, c'est que pour eux, les badges en fait sur les sciences numériques ne sont jamais émis après des formations. C'est en fait que chaque élève a une approche particulière, personnelle, hein, pour la robotique, la programmation, etc. Il doit simplement fournir une preuve. Vous voyez. Donc, même si on a un espace où tout est bien cadré, vous voyez, il y a du management, comme on dirait en anglais, on peut disons, visualiser ce qui se passe dans l'espace, on peut piloter, on peut, disons, je dirais, vraiment suivre euh, d'une façon, je dirais, assez formelle, en fait, ce qui se passe
dans l'espace, mais ils ont quand même une approche qui est une approche sur les compétences. Ce n'est pas une approche de formation, c'est une approche de compétences. Donc je pense que l'espace a vraiment un gros potentiel pour, tout, pour ce type d'approche compétences, mais qui en fait demande aussi un bon cadrage et un bon pilotage. Ensuite, on a une autre approche, c'est alors ça là, on l'a pas encore réalisé, mais je pense qu'il y a un potentiel énorme. C'est en fait la communauté de pratique et d'avoir des espaces, je dirais, collectifs. Parce que il est possible de connecter à un espace plusieurs comptes OBF. Ce qui veut dire que vous avez plusieurs structures émettrices de badges qui vont pouvoir mettre en commun leurs badges dans l'espace. Et dans l'espace, il sera possible de créer, je dirais, des parcours hybrides qui utiliseront les badges de ces structures. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que vous pouvez, avec les groupes aussi, avoir vraiment différents types de groupes, vous voyez, donc plusieurs projets en fait dans l'espace. Pas simplement un projet avec tout le monde avec les mêmes badges, vous pourriez avoir des groupes pour, je ne sais pas, euh, pour, je dirais, les soft skills, vous pouvez avoir d'autres groupes pour d'autres compétences, etc. Et en fait, bien cibler les badges, les attribuer à ces groupes différents. Et bon, alors là, du côté, en fait, espace collectif, collectif, pardon, je pense que en fait, on aura besoin aussi de développer peut-être un outil de discussion, un peu forum, d'accord, pour permettre aussi d'avoir une discussion ou d'aider un peu, disons, les apprenants dans l'espace. Alors là, l'idée ici, c'est donc d'avoir plusieurs comptes OBF, partager les badges et de mettre sur pied des parcours hybrides, mais aussi d'avoir, je dirais, des responsabilités, euh, disons, bien définies du côté examinateur aussi. Je veux dire, vous pouvez avoir des examinateurs qui sont responsables de certains groupes, de certaines mes communautés, et donc, comme je disais mais tout à l'heure, plusieurs, disons, projets à l'intérieur de, de l'espace. Bon, là, je vais passer très vite sur cette question-là parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de représentants d'entreprises, etc. Mais c'est un peu la même idée, hein. Bon, vous avez compris hein, l'idée du cadrage, du pilotage, monter en compétences et puis surtout le tracking, donc la possibilité donc, d'évaluer, en fait. Bon, et en fait, sur les ressources humaines, bon, on peut partir à peu près de la même approche, mais là, ce serait plutôt pour les employés. Et là, moi, je pense plutôt ici dans un cadre, par exemple, association. Vous voyez? Donc, vous avez des associations multinationales ou des grosses associations où il n'y a pas de système RH centralisé. Et là, avec l'espace, il y aura une possibilité donc d'avoir tous ces employés ou ces membres dans l'espace, de leur proposer différents programmes, par exemple, comment pour dire, onboarding, on dirait, hein, quand vous rentrez dans la, dans l'association. Pardon, c'était quoi en français? Onboarding. Intégration. Intégration, d'accord, merci. Intégration et ensuite de pouvoir suivre en fait hein, la progression donc de ses employés, de ses membres en fait dans ces programmes. Bon, je suis pas très optimiste sur, disons, la possibilité pour de grandes entreprises hein, d'utiliser disons, les espaces hein, dans un contexte RH, parce qu'ils ont souvent déjà des systèmes existants hein, qui sont assez lourds, etc. Mais je pense que c'est pour des associations ou des structures qui travaillent beaucoup en réseau. Là, je pense qu'il y aurait en fait une possibilité. Très Il bien, reste mais un quart écoutez, d'heure, Eric. Mm. Je vais, je vais finir très 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 vite, mais en fait simplement la valeur ajoutée, bon je pense que je l'ai expliqué assez bien, mais simplement pour vous montrer, hein, je pense que côté organisation, bon l'espace c'est une sorte d'extension d'OBF, hein, donc c'est pas simplement badger des individus, c'est en fait badger des communautés, comprendre ce qui se passe dans la communauté, créer des parcours, piloter,
Et puis du côté membre, là, je pense qu'il y a un apport assez fort, en fait, hein. Je pense que c'est d'abord, on a simplifié beaucoup, en fait, le travail avec les badges. Deuxièmement, ce qui est très important, c'est aussi la possibilité, en fait, de voir, en fait, son historique, le travail que j'ai fait avec les badges. Donc, vous pouvez retrouver votre historique. Et il y a deux choses importantes, donc les objectifs et les historiques. Voilà.